Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, free speech is pure bullshit. Démission. Affaire Epstein. Qui a bloqué la police? Et puis, chez le cornu, ça sent la poudre. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume, je crois, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Tibère Roltanguy, Farisme, Alain Vialat, Bernard Carré, ce cher Philippe Bohen et Jean-Marc. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider. La réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Macron nous habitue à l'impensable, for sure. Oui, celui de la com, ce monde parallèle où le poudré est un héros. Ah, je crois que vous avez deviné. Je vais ouvrir la rubrique Chaque jour un sketch. Voyez cette annonce d'interview en Inde. Macron donne ses lunettes. Prêt pour un interview vérité? For sure. Hihihi. Plus Macron impose un monde totalitaire. Verrouillage des institutions, censure des réseaux sociaux, répression des opposants. Plus il essaie d'apparaître cool, sympa et décontracté à la télévision. Une propagande qui en rappelle une autre. Source, vous venez de la voir, l'interview en Inde. Question. Qui peut se laisser piéger par cette com toute pourrie? Des bulots peut-être. Et à l'étranger, ils nous refait le coup une fois de plus du bain de foule. Un jour, un sketch. Le président tellement aimé qu'il doit faire des bains de foule dans des pays étrangers. Bilan. Comme Macron ne peut plus se permettre des interviews en France avec de vrais journalistes, il prendrait des fessées vu le naufrage actuel. Il ne peut pas non plus se livrer à des bains de foule, il se ferait huer et insulter. Que fait-il? Il délocalise interviews et bains de foule. Un peu comme notre industrie. Je ne vois pas plus terrible aveu d'échec pour le poudrer. Oui, de la com pour cacher les questions essentielles. Des millions de fichiers liés à Jeffrey Epstein suggèrent l'existence d'une entreprise criminelle mondiale ayant commis des actes relevant du seuil juridique de crimes contre l'humanité, selon un groupe d'experts indépendants nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Comme je vous le rapportais hier, ce n'est donc plus une théorie du complot. Mais cet article, cette dépêche de Reuters, va avoir une incidence sur toute la presse française. J'en parle dans un instant. Mais quand même, une petite dédicace, parce que pendant 10 ans, les nervis du pouvoir ont accusé ceux qui traitaient ce sujet de complotistes. Une petite dédicace donc à Rudy, Tristan, la presse mainstream et le service public. Dans ce 99e numéro de Complot-Ploplo-Rama, nous revenons avec Rudy et Tristan sur l'affaire Epstein, devenue un mythe central et increvable au sein de la complosphère internationale. Ou cet autre article qui date de juillet 2025. Epstein, quand le château de cartes conspirationniste s'effondre. Aucune preuve n'indique que Jeffrey Epstein possédait une liste de clients ou qu'il a été assassiné dans un mémo officiel de l'administration Trump. Remarquez bien les photos qui illustrent cet article. Donald Trump en compagnie de Jeffrey, afin de bien vous implanter dans la tête que lorsqu'on prononce le mot Trump, vous devez voir apparaître inconsciemment Jeffrey. Tout cela pour épargner le poudré et Clinton. Ah, la Troduxphère, payée avec vos impôts. Bref, des menteurs achetés par le pouvoir comme des... Restons polis. Donc, des menteurs achetés par le pouvoir pour diaboliser les journalistes de la réinformation et autres lanceurs d'alerte. Mais depuis que la justice s'est saisie du dossier et l'article de Reuters, changement de ton dans la presse aux ordres. À Paris, les orgies d'Epstein en présence de nombreux hommes âgés et fortunés. Les zones d'ombre de l'enquête française clôturée en 2022.
Le Figaro, donc, en disparaissant mystérieusement, Jean-Luc Brunel, le rabatteur du financier américain, a emporté avec lui les secrets de son réseau. La justice réouvre aujourd'hui ce dossier tentaculaire. Bien, le Figaro. À 50 mois près, il est vrai. Il y a également cet article, toujours dans le Figaro. Caroline Lang était membre du tout premier cercle du criminel Epstein. Ils ont notamment échangé près de 1450 notes et courriels pendant 7 ans. Durant cette période, l'intimité entre Jack et Epstein était permanente grâce à elle. Notez le progrès de cet article par rapport au précédent. Il n'y a que 3 semaines de retard par rapport à la réinformation. Marianne, tous les journalistes savaient pour Jack Lang, quand la presse déballe tout, mais un peu tard, oui, très tard même. La presse française est en train de redécouvrir une notion simple, économique, l'offre et la demande. Et oui, pendant des années, tous ces journalistes aux ordres ont insulté les lanceurs d'alerte qui traitaient le dossier Epstein. Lorsqu'il a éclaté de nouveau il y a quelques semaines aux États-Unis, eh bien les Français se sont rués sur les réseaux sociaux. Effondrement des audiences, effondrement des ventes dans la presse traditionnelle. Il faut dire que tous ces journalistes ont été pris en flagrant délit de désinformation, notamment avec l'article de Reuters, pensez, un complot mondial. Veulent-ils désormais, ces journalistes, rattraper leur retard ou nous balancer un narratif encore plus pourri? Pour en avoir le cœur net, allons sur le service public. Déjà un indice, il n'y a plus de complotisme, de Rudy et de Tristan. Effectivement, vous avez raison de souligner le fait que ça s'est bloqué, ça s'est grippé. Et alors qu'on savait très bien ce qui se passait du côté d'Epstein, mais chez Epstein c'est pareil. C'est mieux sur le service public, mais peut mieux faire. Fabrice Ebelpoint. En 2002, la presse a considéré dans son ensemble que Karen Mulder était hystérique et que son récit était lunaire, alors qu'il y avait des preuves, notamment dans la presse étrangère, puisqu'en 1988, une journaliste de CBS s'était infiltrée dans une agence. Elle a recueilli des témoignages de mannequins qui avaient été shootés et agressés. Il y a une faillite complète de la justice française qui, à ce moment-là, aurait dû déclencher des enquêtes. Et dans les propos de cette dame, j'apprécie particulièrement quelque chose à bloquer. Oui, quelque chose à bloquer. La police, la DGSI, la justice et la presse. Mais qu'est-ce que cela peut être? Je cherche, je ne vois pas. Marlène Schiappa, alors ministre chargée des droits des femmes, est accusée d'avoir couvert Epstein selon une des victimes agressées dans l'appartement à Paris. Dans les dossiers Epstein, on peut lire qu'elle joue de l'exercice de ses fonctions et assure le 16 octobre 2019 que Epstein n'a pas agressé d'enfant. Ce n'est pas pourtant ce que dit la perquisition du 19 septembre 2019. Marlène Schiappa se défend en disant qu'elle voulait une enquête. La bonne blague. Alors, qui bloque? Je crois que vous avez la même idée que moi. Surtout lorsqu'on voit les noms impliqués dans ce scandale Epstein. Ariane de Rothschild, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Moscovici, Jack Lang, Fabrice Hédan, Le Quai d'Orsay et Marlène Schiappa. Les journalistes donc du service public se moquent du monde. Et puis, tous les services secrets de la planète surveillaient Epstein. Le MI6, qu'on oublie souvent parce qu'il y avait le prince Andrew impliqué dans ce dossier. Bon, il y a le Mossad et la CIA, c'était leur opération. Et il y a également la DGSE. Car la justice française possédait les emails d'Epstein. Elle n'en a rien fait. Alors, encore une fois, raté pour le service public. Wolf, Reuters vient de lâcher donc la bombe ce 18 février 2026. Je vous en parle depuis hier et dans ce journal. La France ouvre 2 enquêtes criminelles majeures liées au réseau Epstein pour trafic d'êtres humains, traite sexuelle, exploitation de mineurs, etc. L'autre pour blanchiment d'argent, corruption active, fraude fiscale aggravée et compagnie. Des procureurs spécialisés, plus une équipe dédiée du parquet de Paris passent au peigne fin. Les fameux Epstein Files, déclassifiés aux USA. Les logs du Lolita Express. L'avion de Jeffrey Epstein, donc. Des milliers de mails, virements, non. Objectif clair. Identifier tous les Français impliqués, auteurs, complices, victimes potentielles. Et les juges français vont être dans le viseur de la presse mondiale.
Que va révéler le volet français de l'affaire Epstein? Le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes et appelle les victimes potentielles à témoigner. Il y a vraiment une accélération parce que, il y a encore quelques jours, la Troduxphère criait au complot. Et Macron, souvenez-vous, la semaine dernière, qui expliquait que cela ne concernait pas la France. Bon, tout le monde peut comprendre désormais que les uns cherchaient à protéger des puissants et que l'autre essayait de se disculper. Mais le dossier Macron, vraiment s'alourdit. Matzneff, vous avez dit Rothschild? Les critiques dont Emmanuel Macron est l'objet agacent Gabriel Matzneff. Leur violence et leur vacuité lui rappellent de bien mauvais souvenirs. On se rappelle quand Gabriel Matzneff, le criminel sur enfant, défendait le candidat Macron en 2017 dans Le Point et alertait sur le risque de racisme de lier le jeune Macron à la banque Rothschild. Dans un sens, Macron fait un sans faute. Souvenez-vous de l'élection de 2017. Ils étaient tous derrière lui, les tordus et les pervers. Un vrai alignement de planètes. Jupiter régnait sur un Olympe qui puait le crime et le vice. Macron, le maître des horloges des affaires judiciaires. Le Mozart des acquittements. Question, à partir de combien peut-on affirmer que Macron a été soutenu en 2017 par une internationale de tordus et de mafieux? Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je reprendrai le petit panorama de photos dans un instant avec l'affaire Le Cornu. Oui, lorsqu'on voit cette galerie de portraits, il y a comme une évidence. Comment peut-on être encore macroniste? Moi, cela me dépasse. Pour Macron, ce scandale Epstein, c'est un vrai cauchemar. Et oui, parce que c'est une enquête mondiale et que tous les chemins mènent à Paris. En Angleterre, il y a une enquête sur les avions de Jeffrey Epstein qui atterrissaient en Angleterre et qui faisaient transiter des jeunes filles, dont des mineurs, et qui passaient souvent donc par la ville de Paris. C'est simple, hein. Jeffrey faisait transiter des filles de Paris à Londres sans que nos autorités ne sachent rien, elles n'ont rien vu, rien entendu. Ben voyons, il y en a certains quand même qui devront en rendre des comptes. Autre affaire qui sent le soufre, enfin, la poudre. Le conseiller agriculture du Premier ministre a été viré pour consommation de stupéfiants, après s'être senti très mal lors d'une soirée festive, autrement dit chemsex. Un haut fonctionnaire du ministère de l'économie a également été licencié pour les mêmes raisons. Mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces macronards? Une certitude, Macron les a sélectionnés très méticuleusement. Enfin, quand ce n'est pas des problèmes de mœurs, c'est la poudre, les parties fines, version c'est la chenille qui redémarre. La France crève, mais on s'étonne avec cette bande de dégénérés qui nous gouvernent. Tous les mois, je dresse la liste de ces macronards qui en ont plein le pif et qui ont fait les pires des choses. Remarquez que j'inclus également les LR, l'UMPS. Un conseiller régional proche de Bruno Retailleau meurt lors d'une soirée chenille qui redémarre. Affaire Laurent Bigorgne. Laurent Bigorgne était l'ex-patron de l'Institut Montaigne, un des piliers de la campagne présidentielle de 2017, qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir tenté d'abuser une ex-collaboratrice qui était également sa belle-sœur. Le député Emmanuel Perrin avait été pris en flagrant délit de consommation de poudre. Et puis il y a cette affaire que vous connaissez bien, soumission chimique, l'ex-sénateur Joël Guerriau, condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir tenté d'abuser la députée LaREM Sandrine Josso. Si on veut avoir une image de la Macronie, celle-là est pas mal. Pour conclure, ce n'était pas une soirée festive, mais une soirée sexuelle. La prise de stupéfiants est faite pour bien dilater les orifices, mais aussi pour pouvoir tenir plus longtemps durant les rapports sexuels. Pendant qu'ils imposent au peuple la morale et la dureté, ils ne se refusent rien. Cette anecdote est révélatrice sur les mœurs de ceux qui nous gouvernent et surtout sur la banalisation des stupéfiants au sommet de l'État. Dans une vraie démocratie, après tant de scandales et ce bilan désastreux, Macron ne devrait être plus qu'un mauvais souvenir. Mais voilà, il est soutenu par l'international des mafieux, des tordus et des journalistes. Et une fois de plus, le poudré en roue libre. Because, free speech is a pure bullshit if nobody knows
how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. I just want to have a transparent... Macron affirme en Inde qu'il veut mettre la fin à la liberté d'expression et donc à la liberté tout court et à la démocratie. Le débat. Mais reprenons sa déclaration exacte. The free speech is the pure bullshit. Vous constatez que c'est en anglais et vulgaire. Bullshit est très familier. La traduction pourrait être la liberté d'expression, c'est une pure fumisterie. Article 11 de la Déclaration de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et il justifie cette dinguerie avec un argument fallacieux. La liberté d'expression défendue par les réseaux sociaux américains est une pure fumisterie. Si personne ne sait comment l'algorithme pousse tel ou tel discours haineux ou raciste, a donc déclaré Emmanuel Macron. Quelque chose de très important. Ces contenus haineux dont il semble parler sont sous le coup de la loi ou de la diffamation. Alors, où est le problème? C'est qu'il y aurait donc d'autres contenus haineux faire joue. En oubliant, d'une part, que l'algorithme de X est open source, d'autre part que la question cruciale est celle de la définition du racisme ou de la haine. Car la loi prévoit, je l'ai dit, déjà une répression des propos racistes ou d'incitation à la haine. Personne ne remet en cause le principe de leur modération. Mais le problème démocratique majeur qu'il feint d'ignorer, c'est que sa vision des choses valide des dispositifs opaques, comme le DSA européen, permettant la censure de propos que seules certaines grilles de lecture progressistes, woke, décoloniales, trans, etc., considèrent comme racistes ou haineuses, afin de mieux imposer leur vision du monde et disqualifier leurs opposants, un peu comme les antifas. Et qu'il n'existe, bien sûr, aucun contrôle démocratique réel sur l'application de ces grilles de lecture idéologique. Tous les régimes autoritaires de l'histoire ont utilisé cette arme de la répression de propos sortant du cadre, entre guillemets, souvent mouvant car très instrumental, autorisé par ceux qui refusent toute dissidence à leur vision du monde. Qu'Emmanuel Macron en fasse abstraction et confondant, et sa manière de caricaturer des problèmes complexes dignes de ces manipulateurs qu'il prétend dénoncer. Et vous vous rappelez du modèle qu'il fallait suivre ? Le journaliste, ceux du service public par exemple, qui recoupait selon lui les informations. La blague, ce sont des journalistes qui reprennent à la virgule près les éléments de langage dictés de l'Élysée ou les éléments de langage des progressistes. Oui, ces mêmes journalistes qui nous présentent comme modèle qui vous ont menti surtout depuis des années. Que des gens puissent encore soutenir Emmanuel Macron, moi, ça me dépasse. Allez, Christine Lagarde va quitter la BCE. La belle affaire, elle ira se recaser chez un copain mondialiste et sera remplacée par un autre mondialiste. Le nom de son successeur n'a aucune importance, car nous nous battons pour la dissolution de la BCE, sa disparition pure et simple, en même temps que la zone euro sera dissoute au bénéfice des monnaies nationales. Un authentique patriote français se fiche du devenir de la BCE. Il juge cette institution illégitime, problématique en soi, et ne vise que sa disparition. Qui tient la monnaie tient l'État, sujet absolument crucial qui tient tous les autres. Frexit, bien sûr, mais on a une clé sur Emmanuel Macron. Il a encore un pouvoir, celui de nomination. Il doit tenir par la barbichette quelques macronards avec des promesses de rente et de poste. Tenez, mon machin dans ses œuvres. Madame la Présidente, Madame les députés. Première chose, comme vous dites, les yeux dans les yeux, Madame la députée, la transparence est pour ce gouvernement, pour moi-même et je crois pour mes collègues, un principe, une éthique et un constant engagement. Deuxième élément à vous partager. Il n'est pas vrai... Il n'est pas vrai que des dizaines de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document de Bercy qui le montrerait. Si. Plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu, selon une note inédite de Bercy. Menteuse, manipulatrice, sans état d'âme, complice de toutes les magouilles financières du poudré. Et mon machin a été nommé à la Cour des comptes. Un choix cohérent pour Emmanuel Macron. Béatrice Rosen.
La récente sortie de Bill Gates sur la fusion de nos identités biométriques avec nos comptes en banque et nos données médicales ne vient pas de nulle part, oui, du World Economic Forum de Klaus Schwab. Encore une théorie du complot qui s'évapore. Pour que Macron reste au pouvoir, vous le savez, il faut des journalistes aux ordres. Démonstration avec Charles Aloncle durant la commission d'enquête parlementaire sur le sévice public. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser poser mes questions sans reformuler les termes, sans m'interrompre, sans poser une question à l'issue? Est-ce qu'il y a un moment où, dans mon rôle de rapporteur, vous allez lui donner un peu de respect et me laisser poser mes questions directement aux interlocuteurs et aux personnes auditionnées, sans systématiquement me reprendre et me dire quelles questions méritent d'être posées et quelles questions, en fait, ne méritent pas d'être posées. Parce que là, ça fait à peu près depuis le début de cette audition qu'à chaque fois que je pose une question, quasiment 2 fois sur 3, vous me reprenez. Donc je vais vous demander une fois pour toutes. J'ai été, je pense, assez poli lorsque je vous ai formulé cette demande. Je la fais de façon plus insistante. Laissez-moi, une fois pour toutes, poser mes questions, s'il vous plaît. Sévice public et progressisme. Ahurissant. En juillet 2021, sur Slash, plateforme de France Télévisions, destinée aux 15-35 ans, donc accessible à des mineurs, Diane Saint-Réquier a fait la promotion explicite de contenus interdits aux moins de 18 ans, trans, allant jusqu'à inciter à s'abonner à des plateformes payantes. Interrogée, elle n'a exprimé aucun regret, affirmant que la majorité des jeunes ont accès à ces choses interdites et revendiquant la promotion d'une sexualité qu'elle juge plus éthique à travers les productions trans. Pourtant, l'article 227-24 du Code pénal interdit la diffusion ou la promotion de contenus interdits aux moins de 18 ans, susceptibles d'être accessibles à un public mineur. C'est le sévice public, c'est la France sous Macron. Mais pour avoir de telles dingues, avec de telles responsabilités, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est le produit d'une époque. Il a fallu le politiquement correct et des milices pour réprimer ceux qui critiquaient ce genre de personnage. Tiens, transition toute faite avec l'affaire La Jeune Garde. Mort de Quentin de Ranc. Jacques-Élie Favreau assure ne pas être l'auteur des coups mortels, mais reconnaît la commission de violence, rapporte son avocat. Favreau est donc passé aux aveux. C'est l'assistant parlementaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Parmi les personnes gardées à vue dans l'enquête sur le lynchage mortel de Quentin figure Robin Chalandard, travaillant sous pseudonyme à l'Assemblée nationale comme collaborateur de Raphaël Arnaud. En résumé, Raphaël Arnaud, triple fichier S, fondateur de la Jeune Garde. Jacques-Élie Favreau, fichier S et membre de la Jeune Garde. Robin Chalandard, fichier S et membre de la Jeune Garde. Adrien B, membre de la Jeune Garde. Sérieux, c'est juste pour un seul député de la France Insoumise? Je n'ose pas imaginer les pédigrés des équipes des 70 autres députés de ce parti. Pour la France Insoumise, c'est un tremblement de terre. C'est surtout la fin de l'impunité du mensonge, car enfin, ils accusaient tous ceux qui ne pensaient pas comme eux de fascisme. Et le plus grand nombre découvre qu'ils ont mis en place des politiques fascistes. Cela a été révélé par la presse. La maman de Quentin Durand, qui est d'origine sud-américaine, c'était un modeste étudiant, Quentin, vivant en colocation. Ces tueurs, en revanche, semblent être pour la plupart de purs Gaulois issus de familles bourgeoises, de bobos. En résumé, la lutte des classes à la sauce Mélenchon, ce sont des fils à papa autoproclamés Antifa qui massacrent des enfants d'immigrés d'origine modeste parce qu'ils les ont identifiés comme fachos. Et quant aux membres de la France Insoumise, ou leurs sympathisants, on a l'impression qu'ils se livrent à un concours. Qui sera le plus ignoble? Hier, c'est Clément Viktorovitch qui a gagné. Car il rit aux éclats de la mort de Quentin sur Twitch. Il est rentré chez lui et il est mort, ha ha ha. Mais c'est horrible. Et il y a quelques facétieux à la France Insoumise. L'alerte à la bombe au siège de la France Insoumise était totalement fausse. Il n'y avait aucune bombe. Belle diversion, les gauchistes. Quel sens du timing. Quittons cet enfer. Un peu de grâce. Le carême. Et oui, bon carême. 40 jours de prière pour les chrétiens. Nos parents s'étaient détournés de la foi. Notre génération y revient. Le retour en force inattendu du carême.
L'affluence à la messe du mercredi des Cendres bat des records en France, ainsi que les demandes de baptême d'adultes et d'adolescents. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Nos amis gauchistes, comme vous le savez, ont le sens du respect et du vivre ensemble. Ils ont donc souhaité, à leur manière, un bon carême à tous les catholiques. Hier soir, des antifas ont dégradé la cathédrale de Montpellier. Veille de carême, l'extrême gauche brandit un drapeau LGTB devant l'édifice religieux. À Toulouse, la police les a mis en fuite. Le candidat de la gauche à Paris, Emmanuel Grégoire. Apparemment, Emmanuel Grégoire n'était pas au courant de l'existence de la jeune garde. Plus c'est gros, plus ça passe. Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec Raphaël Arnaud, d'après Raphaël Arnaud. C'est une plaisanterie de Dictavenir. Remarquez que la défense en ce moment des gauchistes est tout aussi grotesque que cette plaisanterie sur LCI hier. C'est ce que j'avais cru comprendre, parce que, je crois d'abord comprendre que vous représentez la gauche sur ce plateau, c'est bien ça? Je ne sais pas, je représente. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas si vous êtes je représente moi-même en tout cas. Moi, si vous me demandez si je suis un journaliste de droite, je vous réponds oui. Au moins, moi, je sais d'où je parle. Je sais d'où je parle, camarade. C'est intéressant. L'excellent Guillaume Roquette atomise le gauchiste Slama au sujet du meurtre de Quentin par des antifas. Je vous la remets pour l'apéro, tellement la fessée était succulente. Tout l'extrait est dans ma description. Sur BFM TV, un mélenchoniste explique qu'il soutient la jeune garde. Réaction. Je tiens à dire à tous les téléspectateurs qui comptent voter LFI en 2027 de regarder. L'électorat d'LFI, c'est ça. Les dirigeants d'LFI, c'est ça. Les élus d'LFI, c'est ça. C'est ce genre. Elle le détruit en direct et tout le monde applaudit. Atmosphère électrique, ça sentait la poudre, un peu comme à Matignon. Un conseiller de Sébastien Lecornu prit la main dans le stup. Un membre du cabinet du Premier ministre a dû être exfiltré de Matignon pour consommation de stupéfiants fin 2025. Il y a quelques semaines, un haut fonctionnaire de Bercy a subi le même sort pour les mêmes raisons. C'est stupé et tremblement dans les hautes sphères de l'État. Le canard enchaîné. Maxi Bernard réagit. Pif Gadget, la poudre de Perlimpinpin. Et Maxi Bernard encore. La permanence de Renaissance et les Jeunes En Marche ont organisé une petite sauterie pour le grand retour de Pierre Palmade. Welcome back, Pierrot. C'est fou, chez les Macronards, ils se ressemblent tous, les conseillers de Lecornu. La bienveillance des progressistes. Bill Clinton a menacé en personne le journal Vanity Fair de ne pas publier d'articles sur son ami Jeffrey et son trafic. Le monde n'est pas gouverné par des criminels et des pervers. Encore une preuve. Ceux qui font le plus la morale, des jeunes, avec Jeffrey. Affaire Epstein, quand Josiane Balasco dînait avec ce criminel en compagnie de Jack Lang. Elon Musk, mort de rire. French président, c'est free speech is bullshit. Elon Musk doit se moquer autant de cette phrase un peu imprudente que de l'accent de notre poudrée nationale. Une vidéo à l'intelligence artificielle. La tête de Donald Trump s'il était d'une autre nationalité. Dans ma description, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.